m'appelle Evelyne Josh, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous recevons Jonathan Crespo. Bonjour Jonathan. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Alors, vous êtes coprésident d'une association particulière qui Mhm. s'appelle Psychédélos, une association de patients en Suisse. On va y revenir. Et tout d'abord, j'aimerais que vous me racontiez qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux psychédéliques. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser aux psychédéliques? C'est que j'étais en fin de parcours thérapeutique, il faut dire ça. Ça veut dire que j'étais en dépression depuis un certain nombre d'années, plus de 12 ans. J'étais sous différentes substances. Donc, typiquement, j'avais des antidépresseurs, j'avais des anxiolytiques aussi et des régulateurs d'humeur. Et aussi, je prenais, suite à mes crises d'angoisse régulières, je ne veux pas dire de bêtises, bon, je vais vous dire la marque, mais des Xanax. Oui, donc des benzodiazépines, oui. Voilà, exactement. Donc, j'en prenais à la fin, jusqu'à 3 milligrammes par jour, ce qui est quand même très conséquent. J'ai parcouru un peu tous les types de psychiatrie disponibles, on va dire, à Genève. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert l'EMDR qui m'a fortement aidé. Pendant un an, j'ai été suivi par une psychiatre. Mais ça n'a pas débouché sur une guérison, clairement. Et à un moment donné, on m'a fait une proposition d'avoir les faire une sismothérapie Ce sur sont des électrochocs. voilà, les électrochocs sur le canton de Vaud, parce qu'on ne fait pas ça à Genève. Et puis là, ça m'a rappelé tout de suite le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'ai pris un peu peur. Je me suis renseigné sur Internet. J'ai vu qu'il y avait des soins qui étaient effectués en France où il y a des bons résultats, en Suisse aussi. Et puis, en regardant sur Internet, tout d'un coup, j'ai vu une vidéo de Federico Seragnoli des HUG de Genève, donc de l'hôpital universitaire de Genève, qui parlait du LSD. Et j'ai regardé cette vidéo, je me suis renseigné sur Internet, j'ai vu qu'il y avait une communauté énorme dans le monde qui parlait justement des thérapies assistées par psychédéliques ou des psychédéliques. Et je me suis dit, OK, bah, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que quand je lisais les témoignages et puis j'entendais des vidéos, et puis le lendemain, bah, j'ai été voir ma psychiatre et je lui ai dit, OK, regardez, moi, j'aimerais faire ça. Et puis elle m'a dit, OK, go. Ils ont contacté les HUG. J'ai été pris en fait à l'hôpital universitaire de Genève. À bout de 2 séances de discussion, j'ai été éligible au PAP, justement, parce qu'il faut savoir que l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, elle a une réglementation. Et cette réglementation, il faut rentrer dans ces cadres pour avoir l'obtention d'une de ces molécules. Donc, à partir de ce moment-là, j'allais débuter et par opportunité et chance, j'ai pu rentrer dans le cadre privé et pas le faire directement à l'hôpital, qui a été pour moi, en tout cas, beaucoup plus euh, mieux accueilli, disons. Et puis, alors, comment ça s'est passé? Je peux vous expliquer un peu mon parcours. Effectivement, d'où viennent mes traumas? Enfin, j'ai des multi-traumas. Ça vient de ma petite enfance, mon enfance. J'ai eu des parents atypiques qui étaient des parents toxicomanes, en fait, qui prenaient de l'héroïne et différentes substances, où là, on peut parler clairement de drogue. Donc, souvent, là, avec l'association, on essaye de se battre aussi, de dire, OK, les psychédéliques, il faut les sortir des drogues, parce que bah, moi, j'ai eu l'exemple, justement. L'héroïne, ça peut tuer. Les psychédéliques, ça peut soigner. Et à un moment donné, je pense que c'est mal classé, mal orienté. Mais bon, ça, c'est encore une autre discussion. Donc, mes traumas, ils viennent de quoi? Plusieurs choses. J'ai eu des parents qui étaient violents. Mon père qui me frappait régulièrement, haussait le temps, me donnait des claques, enfin vraiment de la violence physique. Ma mère aussi, sûrement sous influence. Et puis,
J'ai été trimballé un peu de partout. Donc, ils avaient des lubies. Et tout d'un coup, on est parti vivre en Amazonie, enfin vivre, partir en Amazonie parce qu'ils s'étaient dit qu'ils allaient chercher de l'or et des pierres précieuses. Donc, on est parti en Amazonie, côté Brésil. On a, ils ont cherché de l'or, des pierres précieuses. J'avais quoi, 3 ans, enfin, placé là-bas, un peu laissé de côté. J'ai des vagues souvenirs parce que c'était vraiment très petit. J'ai été aussi au Mexique, j'ai été en Inde aussi. J'ai beaucoup voyagé avec eux et par la suite, que par la suite, après m'être soigné, j'ai appris par la sœur de ma mère qu'en fait, ils allaient dans ces pays, en Inde typiquement et autres, avec moi, parce qu'ils cachaient de la drogue dans la poussette pour pouvoir revenir en France ou en Suisse, parce qu'on a vécu en Suisse et en France régulièrement. Très rapidement, ils ont divorcé. Je dois avoir 4 5 ans. Mon père a réussi à garder ma garde, ce qui est plutôt exceptionnel. Normalement, c'est souvent les mères qui gardent la garde parce que bah, il y avait de la violence physique entre eux. Enfin, ils frappaient ma mère plutôt. C'était très violent. Il avait menacé tout simplement de la faire interner si elle ne me laissait pas la garde. Et à l'époque, en tout cas en Suisse, à Genève, avec un médecin de famille et puis le mari, on pouvait faire interner assez facilement une personne en psychiatrie, quoi. Et puis bah là, elle a disparu quelque temps. Mon père n'avait plus d'argent, donc il a commencé à faire du trafic de drogue. Euh, il s'est fait financer malheureusement par euh, un parti le parti basque, en fait, l'ETA, voilà, pour la somme de départ. Il m'a emmené en Thaïlande, c'était quoi, 86 à peu près, pour faire du trafic de drogue. Et il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est la pendaison et la prison, etc. Heureusement, on n'a rien eu. J'ai des souvenirs, bien sûr, assez traumatiques de ces moments-là. On a fait Bangkok, Bombay en car, c'est 3 000 kilomètres. Je vous laisse imaginer, j'avais 5-6 ans. Une fois, il est sorti du car en disant qu'il allait chercher la nourriture et revenir. Le car a démarré. J'étais dans un pays où je ne parlais pas la langue. Il a heureusement rattrapé le bus, etc. Mais ça a été tous des moments assez traumatiques. Suite à ça, un jour, ma mère m'a kidnappé à la sortie d'école. J'étais quand même à un moment donné scolarisé. Donc, elle est venue à la sortie d'école. Elle m'a promis des jouets et des cadeaux. Moi, à 6 ans, bah, je l'ai suivie. Elle m'a emmené sur Paris. Elle avait beaucoup de connaissances dans le milieu du cinéma parce que mon arrière-grand-père et mon grand-père, c'est Michel Simon et François Simon, des acteurs genevois, mais connus de films en France. Et puis, j'ai vécu des scènes où, typiquement, les gens consommaient des drogues, en fait. C'était totalement normal en soirée, avec des violences qui étaient apprêtées à ça. J'ai un souvenir où il y avait un chanteur, enfin, un musicien, je ne vais pas nommer, mais qui fait de la musique espagnole très connue, qui s'est fait couper pratiquement les doigts complets avec la police qui est arrivée. Moi, j'étais là au milieu. Enfin, beaucoup de scènes de violence. Je ne sais comment ma mère a réussi enfin, mon père a réussi à me récupérer à bout de quelques mois où j'avais été déscolarisé. Et il était rentré, entre guillemets, dans le droit chemin. Il avait créé une société d'enseigne pour les magasins avec son frère. On vivait ensemble à trois dans un appartement. Et puis, en fait, il faisait encore du trafic, mais c'était pas très clair. Des fois, il coupait à côté de moi l'héroïne avec de la poudre pour bébé dans des petits triangles de papier. C'était totalement normal, en fait, basique. Il y avait toujours ces violences aussi physiques. Et puis, un jour, je m'en souviens très bien, mon père est venu me réveiller au milieu de la nuit dans cet appartement où on vivait à trois avec plein de sang sur lui. Puis il m'a dit, on part. Puis son frère lui a dit, mais tu t'emmènes où, Jonathan? Et puis il a dit, on part à l'étranger, etc. Et là, il y a la porte, comme dans les films, qui a explosé, avec la police qui est arrivée, Interpol qui est venu. Il s'est fait arrêter pour en fait du trafic international de drogue. Et pourquoi il avait plein de sang sur lui? C'est parce qu'il avait une amie qui l'avait trompé.
Et il y a eu une bagarre, il a coupé des doigts à une personne parce que la personne a attrapé le couteau et puis il a tiré, il a des doigts, il a violé sa copine. Enfin, ça a été très violent. Et il est venu me récupérer parce qu'il savait très bien que la police allait arriver. Et puis, il s'est fait attraper, ce qui m'a, entre guillemets, euh, sauvé quelque peu. Il est rentré 87 à peu près en prison. 87, il est sorti dans les années 2000, début 2000. Il s'est fait extrader de Suisse en Espagne en espérant, parce qu'il a une double nationalité, en espérant avoir une grâce présidentielle, ce qui n'existe pas en Suisse, les grâces, ce qu'il n'a jamais eu. Et puis, donc, il a fait. Après, je ne l'ai plus jamais revu, globalement, jusqu'à mes 20 ans. Mais on a cessé très rapidement de discuter ensemble. Donc, ma mère m'a récupéré à ce moment-là. Elle ne m'a pas scolarisé. Je n'étais pas scolarisé. J'ai vécu à La Ciotat, à côté de Marseille. C'est là où je suis né. Et puis, on avait une maison de l'arrière-grand-père là-bas avec des terrains. Et puis, au bord de la mer, elle a négocié pour essayer de les revendre parce qu'elle avait besoin d'argent tout le temps. Elle ne travaillait pas. Et elle s'est dit, OK, on va s'acheter un ranch avec des chevaux. Donc, on a acheté un ranch avec des chevaux, une vingtaine de chevaux. Puis, bah, moi, j'aidais à nettoyer les box, à m'occuper des chevaux avec des employés. Il y avait un petit buvette-restaurant. Et puis un jour, elle a disparu. Puis les employés, à bout d'un mois, moi, je me débrouillais tout seul. Déjà, je me faisais à manger et autres. Puis j'allais manger au restaurant. Les employés sont venus vers moi, à bout d'un mois et demi. Ils m'ont dit, OK, ta mère, elle est où? Parce qu'en fait, ils n'étaient pas payés. Puis ils ont appelé en fait la police. La police m'a pris, m'a appelé une assistante sociale. J'étais à la DAS à Marseille. Et puis là, à bout de 2, 3 semaines, j'étais placé dans une famille d'accueil à La Ciotat. Pour revenir sur La Ciotat, pendant 1 an et demi, ça a été 1 an et demi de stabilité où j'étais dans une famille d'accueil qui était vraiment formidable, qui s'occupait de 2 autres enfants et d'une personne âgée. C'était leur métier. Ils s'occupaient des personnes de la DAS. Et ma mère a réussi à me récupérer par sûrement histoire de vente du bien immobilier de La Ciotat à la mairie. Et globalement, c'était une personne toxicomane, ça se voyait physiquement aussi, hein, mais bon, elle a pu me récupérer. Puis après, elle m'a trimballé un peu partout jusqu'à ce qu'elle consomme tout son argent, globalement. On a fini après en Suisse, à Genève. On est revenu sur Genève, mais entre-temps, j'ai bougé un peu partout en France. J'ai vécu dans l'Hérault. Elle m'a abandonné encore une fois avec un copain à elle. Elle a dit qu'elle allait acheter des cigarettes. Elle n'est pas revenue pendant 3 mois. Enfin, ce genre de choses, j'ai vécu. Mais toujours pas scolarisé. Et est venu le moment un peu final de ma mère où, à Genève, pour en fait consommer sa drogue, elle revendait des médicaments ou de la méthadone. Donc la méthadone qui est pour un dérivé justement pour les personnes qui sont avec l'héroïne Oui, pour c'est un essayer traitement de d'arrêter. substitution. Voilà, exactement. Elle avait un médecin de connivence qui lui faisait des ordonnances et puis elle prenait les médicaments puis elle les revendait en fait en ville à d'autres toxicomanes. Donc là, j'ai eu beaucoup affaire à d'autres personnes toxicomanes. Il y avait dans les années début 90 beaucoup de toxicomanes sur Genève. Et bah, j'ai eu une fois une personne qui est venue avec un tournevis de 20 centimètres qui me l'a mis sur le dos pour braquer ma mère de ses cachets. J'ai vécu dans des squats, j'ai dormi dans la rue, j'ai dormi dans des 5 étoiles aussi, ou dans des hôtels où on ne payait pas. Enfin, c'était vraiment un peu rocambolesque comme ça. Moi, je faisais du roller au bord du lac régulièrement. J'en ai fait pendant bien 2 ans, tous les jours, sans aller à l'école. Et puis un jour, c'était printemps, ça devait être le 22 mars 94, j'allais avoir mes 14 ans, je suis rentré chez moi. Et puis, enfin, chez moi, dans un hôtel proche du centre. Et j'ai été lui demander de l'argent pour manger. Et puis, elle était sur le lit en travers, avec les pieds en bas. Et puis, quand j'ai été la secouer pour lui demander 20 francs, bah, en fait, elle était morte. Donc, je l'ai retournée, puis j'ai vu qu'elle était toute dure. Elle avait fait une overdose. Donc là, ça a été un peu la libération aussi. Donc, c'était très compliqué à. C'est dur à expliquer ça, mais disons que moi, ça m'a libéré. Ça... J'ai pu rentrer de nouveau dans un système,
dit normal, où ma tante m'a récupéré, m'a dû me mettre en internat parce que j'avais trop de lacunes scolaires. Euh, j'ai été dans un internat de sport qui m'a fait énormément de bien, avec un cadre où on faisait 3 heures de sport par jour, 3 heures le mercredi, enfin, 4 heures le mercredi. Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin et que je recherchais. Toutes ces étapes-là ont fait que je n'ai pas remarqué, mais j'avais une dissociation en fait, émotionnelle, corporelle aussi. Et ça, je ne l'ai pas remarqué jusqu'à très tard. À mes 15 ans, quand j'étais en internat, à un moment donné, ma tante m'a envoyé voir un psychiatre parce qu'elle pensait que je me droguais, ce qui n'était absolument pas le cas. J'avais justement eu l'exemple contraire. Et ce psychiatre, c'était formidable parce qu'il m'avait dit, si avec votre histoire, c'est incroyable, vous pouvez écrire un livre. Ah, il m'avait dit, si un jour vous avez des enfants, les choses risquent de ressortir, la carapace que vous êtes formée, elle risque de s'ouvrir. Et ben, ça n'a pas manqué. À mes 28 ans, j'ai eu mon premier enfant. Et la carapace, elle s'est fissurée. Et là, j'ai commencé à avoir des flashbacks, des réminiscences. J'ai commencé à repenser à mon enfance, aux violences. Quand je voyais ma fille qui sautait ou qui avait peut-être une bêtise, etc., bah, tout d'un coup, ça me renvoyait à moi de ce qui m'arrivait. Et j'ai commencé à être vraiment mal, alors que j'avais une stabilité, j'avais un emploi, je travaillais dans une banque. J'avais tout qui devait aller bien comme je me l'imaginais en fait, hein. J'avais ce stéréotype qu'on peut se dire, ok, j'aimerais me marier, bon travail, des enfants, un chien, une voiture. Enfin, vraiment, j'étais là-dedans. Et bah là, le début des ennuis a commencé. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai été voir ma généraliste qui m'a prescrit en fait des antidépresseurs, mais sans psychanalyse et sans suivi psychiatrique, ce qui est très mauvais, ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà. Par la suite, j'ai quand même, moi, été consulté, mais peut-être 2 ans après, à prendre des antidépresseurs. Bon, on m'a dit, bah voilà, enfance malheureuse, enfin, on m'a catégorisé dans des choses. Il n'y a pas eu d'avancée. Et puis bon, moi, j'avais énormément de travail. Je travaillais plus de 50 heures par semaine, presque 60. Enfin, c'était travail, travail. Et puis, j'ai eu mon deuxième enfant. Les choses ont empiré. Ça a commencé à augmenter petit à petit. Plus de stress au travail aussi. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais pas heureux, ça allait pas. J'ai divorcé. Donc, ça m'a rajouté encore plus de stress et de dépression, on va dire. Et puis, je me suis mis en couple, j'ai eu un autre enfant. Peu de temps après, j'ai été licencié, j'ai perdu mon emploi pour des problèmes de travail où je n'étais pas d'accord dans le management, etc. Et là, je suis tombé au fond du gouffre, en fait. Au début, quand j'ai été licencié, j'étais même heureux. Je me suis dit, ah, j'ai du temps pour moi. Et puis, j'avais eu mon troisième enfant, j'étais content, je profitais de lui. Puis, à bout d'un mois, en fait, ça m'est tombé dessus. Et là, j'étais en pleine dépression totale. J'arrivais plus à lire 2 lignes sans devoir les relire 3 fois d'affilée pour les comprendre. On m'a prescrit d'autres antidépresseurs, j'étais suivi, j'ai vu plusieurs psychiatres différents sur Genève. On m'a donné des régulateurs d'humeur aussi. J'ai commencé à avoir, bien sûr, déjà avant à la banque, des crises d'angoisse où je prenais les benzos, justement. Et les choses sont empirées jusqu'à un stade où je dormais 17 heures par jour. C'était le temps où mon fils dormait, un bébé, quoi. Et puis, les seuls moments où j'étais plus réveillé, c'était les week-ends où j'avais mes grands qui venaient. Et j'avais des angoisses. Si je devais aller faire des courses, je prenais un benzo parce que je savais que j'allais être mal. Si je faisais des courses, je savais plus ce que j'allais chercher. Enfin, j'étais complètement perdu. Le médecin du travail avait dit que j'étais apte à 100%. Enfin, ça m'a fait toujours, ça me fait encore rire aujourd'hui, alors que c'était pas le cas. Et vraiment, je mens pas. Et voilà, jusqu'à ce que il y a 3 ans, enfin non, 4, ouais, 3 ans et demi,
Il y a 3 ans et demi, j'étais avant le Covid. J'ai fini en psychiatrie de jour parce que j'ai commencé à avoir des pensées noires, donc des pensées suicidaires, mais sans le nommer comme ça. Je n'ai pas dit, OK, je vais sauter d'un pont, mais je me disais, j'aimerais un interrupteur et puis faire off et puis disparaître. Mais bon, mes enfants m'ont toujours rattaché en me disant non, je ne peux pas faire ça. Et j'ai eu mon quatrième enfant. Et là, j'ai fini en psychiatrie de jour qui est ouvert, hein, c'est pas fermé. Donc, je faisais 3 séances par semaine avec une psychiatre, plus des groupes de travail avec d'autres patients. Et ça me convenait pas vraiment parce que les groupes de travail, en fait, je me sentais encore plus mal. De voir des gens mal, ça me mettait encore plus mal. Et j'ai dit que je voulais plus les faire. Puis eux, ils avaient un cadre et j'étais obligé de les faire. Donc ils m'ont dit, OK, bah, il faut aller dans le privé, il faut sortir de chez nous. Puis c'est là qu'on m'a conseillé le MDR, justement. Et avec le MDR, j'ai réussi à remonter un peu, d'être un peu plus positif, un peu mieux. Mais ça avançait pas vraiment. Et c'est là qu'après, j'ai découvert cette vidéo et ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Et comment s'est passée cette thérapie? Donc, PAP, Oui, hein, oui, psychothérapie pape. assistée par Exact. psychédélique. Alors, ben, on m'a bien sûr expliqué les molécules, les différentes molécules qu'on avait le droit d'utiliser en Suisse. C'est la MDMA, qui n'est pas en fait un psychédélique, mais qui est utilisé dans les PAP, qui était là plus pour ouvrir le cœur, justement, pouvoir se reconnecter avec ses émotions, avec son corps, revivre des traumas, pouvoir mieux les comprendre, pouvoir aussi aller au-delà de soi-même, hein, parce qu'il y a des voyages où on va au-delà de soi-même, dans le sens où on va commencer à penser à la personne qui nous a fait du mal, mais qu'est-ce qu'elle-même, elle a pu vivre, et c'est aussi réparateur, c'est des cheminements. Et il y avait aussi la psilocybine, donc les champignons, où bien sûr c'est comment on appelle c'est synthétique, hein, c'est pas des champignons qu'on donne directement. Et puis le LSD. Et ben, j'ai pu bénéficier de tout ça. La première séance de MDMA, elle a permis de me reconnecter à mon moi enfant. Donc, bien sûr, il y a eu une préparation avant avec mon psychiatre. On m'a préparé, on m'a expliqué les effets. J'avais peur de prendre un psychédélique parce que forcément, avec tout ce qu'on entend, etc. Mais vu que je m'étais beaucoup renseigné, et puis on m'a mis en confiance, je me suis dit, OK, je vais le faire. Et on m'a dit, OK, bah, c'est en groupe. Et là, j'ai eu une réticence au début. Je me suis dit, oh là là, en groupe, j'avais pas envie. Mais par la suite, à bout de quelques séances, j'ai compris que c'était en fait très bénéfique, en tout cas pour moi. Et pour pas mal de patients, il faut le dire aussi. Mais ça, je peux l'expliquer. Et ben, on doit préparer effectivement le sujet qu'on veut essayer de travailler. Euh, mais moi, c'était vraiment un test. La première fois, je me suis dit, OK, bah, je vais voir qu'est-ce que ça va me faire la MDMA. Je me suis pas dit, je vais me connecter au moi enfant. Je m'étais jamais dit ça. Et bah, j'ai pris la substance, on est dans une salle, en arc de cercle, on était entre 8 et 10 patients, il y avait deux thérapeutes, donc des seekers, on les appelle, et le psychiatre présent. Et puis, on avait un masque, on avait apporté son petit lit pliable avec une gourde qui ne fait pas de bruit pour pas déranger, parce que les bruits peuvent des fois déranger pendant ces séances. Et puis, ben, on m'a donné la molécule. Il y avait en son centre de la salle un petit hôtel qui avait été fait, des différents éléments, type la terre, parce qu'ils essayent d'apporter une spiritualité, mais sans que ça soit trop fort, mais juste ouvrir l'espace à ça parce que ça peut être guérisseur, en fait. Moi, ça m'a beaucoup aussi aidé. Sans parler de religion directement, de Dieu, de Jésus, mais vraiment de laisser l'espace à ça. Et ça, j'en suis très reconnaissant, en fait. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir un psychiatre plutôt exceptionnel. C'est pas tout le monde qui fait ça. Ça, c'était dans ce cadre-là. Donc, ben voilà, j'ai pris la molécule, on a fait une méditation, et puis tout d'un coup, il faut savoir qu'à peu près deux personnes, une personne sur 10, la MDMA, ça peut être visuel. Et ce qui est mon cas, en fait, où ça a été très visuel. J'ai vu une photo de moi, enfant, quand j'avais 3 ans.
qui était accroupi avec un seau dans les Pinèdes, à La Ciotat, à côté de Marseille, en train de ramasser des coquilles d'escargots et des briques cassées rouges. Et je l'ai vu apparaître devant moi et je suis rentré littéralement dans la photo. Et j'ai commencé à ressentir les odeurs de l'endroit, donc des pinèdes, du thym, du romarin, et tout le soleil sur mon visage. J'étais vraiment là-bas et je voyais le moi enfant. Et il m'a regardé et il a commencé à discuter avec moi. Et il m'a dit, mais qui tu es? Et je me suis dit, mais comment il ne sait pas qui je suis, si je suis lui? C'était très bizarre. Et puis il m'a demandé si j'étais un ami en fait à ses parents. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je suis toi. Et il n'était pas surpris. Mais il y avait un dialogue, c'était très fort parce qu'il avait une voix d'enfant, un dialogue d'enfant, mais une compréhension d'adulte. Et il a commencé à me poser des questions, si j'avais des enfants. J'ai dit oui. Et il m'a demandé si on pouvait les voir. Alors, on les a vus, un après un, on s'est déplacés, comme dans des films, hein. Enfin, on s'est déplacés, on a vu un enfant après un enfant, il a dit qu'ils étaient beaux, je pouvais être fier, si je jouais avec eux, et ça a commencé à me remplir d'amour et à me faire énormément de bien, à ressentir des choses que je n'avais pas ressenties ou jamais, ou que j'avais oublié en fait, qu'est-ce que c'était les émotions. Et là, ça a été très réparateur. Et puis, un peu à la fin de ce voyage, je suis revenu dans les Pinèdes avec lui et il m'a demandé de jouer avec lui. Alors, je me suis accroupi, puis on a commencé à ramasser des objets. Ça me donne des émotions à chaque fois que j'en parle. Et, euh, et je lui ai dit que je l'aimais. Et il m'a dit qu'il m'aimait aussi. Et en fait, se dire à soi-même qu'on s'aime, c'est magnifique. Et c'était très, très, très bon. Et à partir de ce moment-là, je devais le prévenir. C'est comme si je me prévenais à moi-même que ça allait mal se passer, mais que ça valait la peine. Parce que mes enfants, je les avais, ils étaient là, ils sont heureux et que ça valait la peine, tout ce que tu allais traverser. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je lui ai dit. Et puis après, ben, petit à petit, j'ai commencé à revenir un peu à moi, à entendre les bruits dans la salle. Et puis, je me suis réveillé. Enfin, réveillé, je n'étais pas endormi, mais je suis revenu, on va dire, vraiment dans l'instant présent dans la salle et pour pouvoir participer après au groupe. Et après cette séance, chacun, en fait, va expliquer ce qu'il a vécu, ressenti, son voyage. S'il en a envie, il n'est pas obligé. Après, je vous dirais que j'ai jamais vu une personne qui n'en a pas parlé. Et ça permet, c'était très réparateur, parce que ça permet des fois de faire écho à son voyage ou de voir aussi, parce que c'est des groupes qui se suivent, de voir l'évolution des personnes, de voir dans quelles étapes ils sont et c'est formidable. En fait, c'est aussi réparateur. Donc, très rapidement, j'ai compris qu'en fait, le groupe était important. D'entendre l'autre pleurer, d'entendre l'autre rire aussi, c'est important pour sa reconstruction ou en tout cas pour se, pour se soigner. Et à bout de 3 séances de MDMA, je ne vais pas toutes les détailler, mais la troisième séance de MDMA, j'ai pu arrêter mes antidépresseurs, mes anxiolytiques, et puis petit à petit mes Xanax, parce que ça c'est une drogue, hein, clairement, enfin dans le sens, il m'a fallu 1 mois et demi en tout cas, puis j'arrivais pas à dormir jusqu'à 4 heures du matin, enfin c'était horrible pour arrêter, mais j'ai réussi. Et ce troisième voyage, j'ai parlé, vous voyez, c'était quelque chose de mystique cette fois-là, j'ai parlé aux éléments. Et je demandais pourquoi on devait souffrir, pourquoi on souffrait sur Terre, pourquoi on devait être dans le malheur et la souffrance. Et puis les éléments m'ont répondu quelque chose qui m'a convenu totalement. Et ils m'ont dit en fait qu'on avait la chance de ressentir et d'avoir des émotions. Et que j'ai toujours entendu ça, c'est que on est de la poussière d'étoiles de l'univers et que on avait la chance, nous, de pouvoir ressentir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les émotions, pour pouvoir les redistribuer, en fait, le jour où on meurt et à l'univers, parce qu'on est un tout. Et ça a été très réparateur. Et c'est là que les angoisses ont disparu, où j'ai pu me sentir mieux.
Voilà, ça c'était pour MDMA, j'en ai fait d'autres bien sûr, mais j'ai eu aussi la psilocybine qui a été beaucoup plus dur pour moi, en tout cas plus tranchant, plus fort, et où j'ai découvert qu'est-ce que c'était un psychédélique dans le sens de la molécule, où j'ai fait des voyages aussi très mystiques, où j'ai pu avoir cette fameuse dissolution de l'ego, où j'ai eu la sensation, c'était très dur, de mourir. J'avais l'impression de disparaître et de mourir. Heureusement qu'il y avait les thérapeutes pour accompagner, pour aider les personnes à lâcher prise, en fait, à accepter en fait cette médecine, hein, les, typiquement les champignons. Et j'ai pu voir aussi des choses magnifiques, des choses très dures aussi dans les voyages, mais j'ai pu revisiter des traumas, j'ai pu comprendre des choses. En deuxième partie de voyage avec la psilocybine ou le LSD, on pouvait sortir à l'extérieur. On avait un parc avec des chevaux sur les côtés. C'était vraiment merveilleux. Dans une des séances, j'ai pu de psilocybine. Donc, j'ai pu sortir à l'extérieur en deuxième partie et ben, je ressentais, j'ai ressenti, moi je l'ai nommé comme ça, le nirvana, où j'avais de l'amour qui me venait de la nature, de la terre, des nuages. Et j'ai presque eu peur à un moment donné. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et après, je me suis dit, non, en fait, il faut l'accepter, cet amour. Et après, c'était un voyage formidable. Et le quatrième voyage de psilocybine a été très fort parce que ça m'a euh, ouvert en fait des choses que j'avais mis de côté, que mon cerveau, par sécurité, pour protéger, et qui est très très bien fait. C'est là qu'on se dit, c'est incroyable ce que notre cerveau peut faire pour nous protéger, avait mis de côté des choses qui n'étaient pas moindres, mais le voyage d'avant, comme je vous disais, c'était le nirvana. C'est comme si ça m'avait préparé à la suivante séance. Et à la suivante séance, très rapidement, j'ai commencé à ressentir un... Bon, déjà, j'ai dû sortir rapidement à l'extérieur à cause des odeurs. J'ai été très dérangé par des odeurs qu'il y avait dans la salle d'encens qu'ils avaient mis, parce qu'on met aussi de la musique et puis de l'encens ou des odeurs qui peuvent être mis pour faire travailler un peu le cerveau, en fait. Et puis, ou la personne pendant les voyages. Et puis, j'ai dû aller à l'extérieur et j'ai eu un sentiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que j'avais été abusé, en fait. Et là, un thérapeute est venu vers moi et il m'a dit où est-ce que j'en étais. Et je lui ai dit qu'il fallait que je parle à mon psychiatre. Donc, il a été chercher mon psychiatre et on était assis. Et j'ai commencé à avoir tous des flashs de scènes et de moments où, en fait, ma mère avait abusé de moi sexuellement dans la petite enfance. Et je me disais, mais est-ce que c'est la psilocybine qui me fait voir des choses qui ne sont pas vraies? Et heureusement qu'il était là, et on a commencé à parler et à détailler, mais il y avait tellement d'informations, de lieux, de moments, d'odeurs, de ressentis, de détails que c'était le cas. Alors c'était très dur. Après, la suite du voyage a été très fort. J'ai commencé à avoir peur parce que j'ai toujours entendu qu'une personne abusée abuse à son tour, enfin possiblement. Alors j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, où je me suis dit, mais est-ce que moi-même j'ai pu abuser sur mes enfants? Est-ce que... Alors c'était un voyage terrible, mais réparateur aussi, parce que ça m'a ouvert des choses dans mon esprit qui étaient cachées et j'étais prêt à les accepter. Mais un an et demi avant, j'aurais pas pu les recevoir ou les comprendre ou les accepter. Suite à ça, euh, euh, bien sûr, après, il y a le suivi avec mon psychiatre, on a pu en discuter, revoir les choses par la suite, l'intégration aussi de ce voyage, qu'est-ce que j'allais en faire. J'ai demandé de repasser à la MDMA, donc ça veut dire qu'on a dû refaire une demande à l'Office fédéral de la santé publique, et puis ils ont dû annuler l'autre, parce qu'ils ne peuvent pas avoir deux en même temps. Et puis, je suis repassé à la MDMA pour réouvrir le cœur. C'était une discussion avec mon psychiatre, justement, pour essayer de revoir. Et là, ça a été quelque chose de très, très réparateur. Pourquoi? Parce que j'ai pu revivre ma naissance trois fois de suite dans ce voyage-là. Et je suis sorti de ma mère. Et c'était incroyable parce qu'il n'y avait aucun son. Par contre, c'était très visuel.
et j'ai compris que j'étais en train de naître et j'étais dans une clinique. Alors, on ne sait pas, on se pose toujours la question, est-ce que c'était vrai? Ça n'a pas d'importance. Ce que j'ai vécu, j'avais l'impression que c'était vraiment la réalité. Et j'ai vu ma mère qui me souriait, qui m'accueillait, en fait, avec amour. Et je me suis posé la question si mon père était là. Et en fait, j'avais la tête, je ne pouvais pas la contrôler. Comme un nouveau-né, elle tombait sur le côté, comme ça. Et tout d'un coup, j'ai vu mon père. Et c'est pareil, il me souriait, et il m'accueillait. Et la deuxième fois, bah, la même scène exactement. Et je me suis dit, dans ce deuxième passage, parce qu'il y a une transition dans ce voyage-là, mais je me suis dit, mais est-ce que mes parents, c'était des jeunes âmes dans ce voyage-là, des jeunes âmes? Et la troisième fois, je les ai regardés dans les yeux et en fait, ils étaient jeunes, c'était des jeunes adultes. Et je les ai vus et j'ai dit, OK, en fait, je leur pardonne. Et là, il y a eu le pardon. Et j'ai pardonné à ma mère et j'ai pardonné à mon père. Alors que le pardon, moi, je l'avais entendu dans les années 90 avec le pape Jean-Paul II. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette débilité? Enfin, j'aurais jamais pu croire ça et je ne comprenais pas ça. Mais en fait, ça a été libérateur totalement. Et grâce à ce voyage, j'ai pu leur pardonner en fait tout ça. Et moi, ça m'a déchargé. C'est comme si j'ai pris un truc et puis j'ai été placé et voilà, c'est fini. Et je leur pardonne. Et, euh, et voilà. Donc là, ça a été vraiment réparateur. Après, on m'a proposé de continuer avec le LSD. J'étais plus curiosité de qu'est-ce que je pourrais encore découvrir, qu'est-ce que ça pourrait m'amener de plus. Donc, j'ai fait 2 séances au total de LSD. La première a été très dur physiquement. J'ai ressenti énormément mon corps. J'ai eu des douleurs dans tout le corps. C'était plutôt pénible, mais en fait, très, très bon aussi. Ça veut dire que dans le voyage, mon but du voyage, c'était de dire au revoir à la tristesse, qui m'accompagnait depuis trop d'années. Et puis, dans mes méditations que je fais depuis la connaissance justement de la MDMA, et de la psilocybine, etc., je m'étais dit, OK, je vais lui dire au revoir. C'est un bon sujet. J'ai plus envie qu'elle soit présente. Elle est utile, je l'aime, mais à un moment donné, quand il n'y en a pas besoin, il faut qu'elle parte. Et j'étais parti dans ce principe-là. Donc, le début du voyage était pour ça. J'ai commencé à dire au revoir, que je l'aimais, que je la remerciais, qu'elle était utile, mais elle ne devait pas m'accompagner tout le temps. Et là, le groupe a agi, une personne a pleuré à côté de moi et je suis rentré dans quelque chose qui ne m'appartenait pas forcément, mais que je devais vivre. Et j'ai commencé à avoir une douleur dans le dos. Un thérapeute est venu vers moi, on a changé mon matelas, peut-être c'était le matelas qui était un peu dur, et puis ça s'empirait. Et puis on m'a dit, mais écoute, tu devrais aller voir, parce que des fois les douleurs, c'est des traumas, des choses qui sont peut-être bloquées énergétiquement ou qui veulent dire quelque chose, ou quelque chose que tu as eu un accident et tu n'as pas pu le ressentir, et puis c'est là pour libérer. Et puis, ben, on m'a dit, bah, va dans ta douleur. Alors, proprement dit, avec le LSD, je suis rentré à l'intérieur. Sauf que après, j'étais dans la douleur. J'étais douleur et ça a été très pénible. J'étais dans des boucles temporelles aussi où j'avais l'impression qu'il se passait des années et des mois. Mais après cette séance, 2 jours après, je me suis réveillé un matin et j'ai senti mon corps comme si je m'étais reconnecté avec, comme si j'avais 15 ans, comme si j'avais récupéré, j'étais ré-rentré dans mon corps, en fait. Et c'est là où j'ai pu comprendre que j'étais coupé, avec la MDMA émotionnellement, et puis avec le LSD corporellement aussi. Et ça a été magnifique. Après, c'est toujours l'interprétation. Comment j'ai vécu ce voyage, qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce que j'en fais. Et c'est pour ça que c'est important, cette thérapie assistée, en fait, avec des professionnels qui puissent vraiment encadrer, rassurer, donner des explications, en tout cas, quand ils peuvent en donner, rationaliser aussi certaines choses ou alors laisser explorer. Et puis, la deuxième séance de LSD, c'était
la dernière, parce que je me suis dit, OK, moi, aujourd'hui, ça va bien, il faut que je laisse ma place, parce que c'est limité. Il y a très peu de psychiatres en Suisse qui ont des autorisations ou qui prennent des patients. Et je me suis dit, je vais bien. Je pourrais explorer ça toute ma vie, spirituellement parlant, mais point de vue thérapeutique, il y a plus rien. Je vais bien, je suis heureux, je suis content. Donc j'ai fait ma dernière séance et là, ça a été aussi de nouveau un voyage très réparateur. Lors d'une discussion en deuxième partie de voyage avec un des thérapeutes, j'étais venu sur un sujet, sur le fait que pourquoi, j'ai juste dit pourquoi c'est égoïste de s'aimer. Et il m'a juste répondu, mais qui c'est qui t'a dit ça? Et je me suis dit, mais en fait, c'est moi-même qui me dis ça. Et là, dans le ciel, j'ai vu, enfin, comme une porte. Et je me suis dit, mais ça fait 44 ans que je me dis que c'est égoïste de s'aimer soi-même, alors que c'était juste là. Il faut juste s'aimer pour pouvoir aimer mieux les autres. Et de nouveau, ça a été quelque chose de fantastique. Et puis là, après, ben, avec mon psychiatre, on était très contents. On a pu faire une lettre à l'OFSP pour les remercier, pour leur donner les résultats à bout de 2 ans et demi de thérapie avec des psychédéliques qui ont permis de faire des résultats incroyables, des économies phénoménales auprès des assurances, à la société et puis à moi-même. Voilà pour Et c'est les intéressant thérapies. parce qu'on entend souvent dire, aujourd'hui maintenant qu'on commence à entendre parler des psychédéliques, et c'est certainement influencé par les essais cliniques. Dans Mhm. les essais cliniques, c'est 1 à 3 prises Oui, pour des raisons voilà, aussi de de recherche. recherche. Ouais, Et donc, soit les personnes pensent que ce sont des drogues, soit elles pensent que ce sont des pilules miracles. ouais. Et ce qui est intéressant, c'est votre parcours qui s'étale sur 2 ans et demi Mhm. avec différentes substances. Mhm. Hein. Et ça montre que c'est un vrai travail thérapeutique, que c'est pas simplement une prise. Hein. Sinon, comme je dis Non. toujours, il n'y aurait aucun jeune qui va dans les rêves partis qui irait mal Mhm. puisqu'ils prennent tous, enfin, ou beaucoup Oui, prennent de oui. l'MDMA. Non, c'est vraiment le parcours Mhm. thérapeutique. Est-ce que cette progression MDMA, psilocybine, LSD est importante à votre sens? Est-ce que, par exemple, commencer directement par le LSD, ça peut être une bonne chose pour certaines personnes? Ben, je pense enfin, c'est vraiment une discussion. Je pense qu'il faut laisser le choix au patient. Enfin, le patient ne peut pas savoir forcément que font les molécules, mais c'est une discussion en tout cas que son thérapeute a besoin de faire avec son patient. Et je pense que ça dépend aussi de qu'est-ce qui va soigner? Est-ce que c'est des addictions? On voit qu'aujourd'hui, les addictions, tout ce qui est psilocybine ou LSD, il y a plutôt des bons résultats. On ne parle pas de MDMA. Après, il faut voir aussi s'il y a des problèmes de cœur, cardiaque, etc. À ce moment-là, ce n'est pas possible de faire la MDMA. Enfin, il y a vraiment des choses. Pour moi, comme ça a été présenté, on m'a dit, tu n'as jamais pris de drogue. On va d'abord commencer par ouvrir le cœur. Aussi, j'étais renfermé émotionnellement, etc. C'était la bonne molécule parce que on m'aurait donné du LSD la première fois. Peut-être j'aurais eu peur. Peut-être j'aurais fait un voyage très, très fort et mal interprété les choses et j'aurais arrêté. Donc, pour moi, après, de, comme ça a été présenté, de dire on va aller crescendo, dans le sens, on va commencer, parce que j'ai oublié de dire, mais on a commencé par la kétamine, mais pas la kétamine donc en succion, pour me préparer à lâcher prise, en fait. Et puis la MDMA, quelque chose de beaucoup plus doux qu'un psychédélique. Et puis après, la psilocybine, qui est un psychédélique, et le LSD en troisième recours. C'était un choix vraiment du thérapeute de dire, moi, je pratique de cette manière-là, d'aller par différents moyens. Et je pense qu'on ne peut pas dire, ah non, vous êtes addict à l'alcool, on vous donne de la psilocybine. Hein, je sais pas, je suis pas thérapeute, je suis pas psychiatre, mais je pense que il faut voir ce qu'il y a à soigner, parce que s'il est alcoolique, c'est à cause de quelque chose, souvent. Donc peut-être que la MDMA, elle va quand même lui permettre d'aller revisiter des choses
pour le permettre par la suite de prendre les champignons qui lui permettront plus facilement peut-être de se mettre de côté, de changer de vision, que le verre il est à moitié plein au lieu d'à moitié vide, etc. Mais ça, moi, j'ai eu de la chance. Je suis un chanceux. C'est pour ça aujourd'hui qu'avec l'association, on se bat pour qu'il y ait de la disponibilité, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent en bénéficier, en fait, hein. Et puis qu'un jour, ça soit couvert par les assurances, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui en Suisse. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association, ses Oui, objectifs, ses missions et aussi qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous investir dans cette association? ouais. Alors, comment c'est né l'association? Ben, c'est du même thérapeute. Ça veut dire qu'on était en fait en séance et puis à force de se voir, on s'est dit, mais c'est dommage. Est-ce qu'il existe une association, quelque chose, en fait, des personnes qui font des thérapies avec les psychédéliques? Puis la séance d'après, il y en a, ah, j'ai cherché, il n'y a rien, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé plein d'associations, de thérapeutes, de chercheurs, d'étudiants, mais rien, rien, rien pour les patients. Et puis on a dit, ah, ok, bah, ok, on crée une association. Et le but étant de dire, ok, nous, on bénéficie de cette chance d'avoir un lieu avec un jardin à l'extérieur, de faire en groupe, de pouvoir partager surtout nos voyages à la fin. Mais il y a des gens qui font ça en cabinet privé, seul en individuel, ou à HUG, seul en individuel, ils ne peuvent pas partager. Et puis, on sait très bien, une personne qui fait ces voyages-là, si elle en parle aux gens de sa famille, ce qui est souvent pas le cas, parce qu'ils n'osent pas le dire, euh, ils ne sont pas compris. La personne n'est pas comprise ou elle ne se sent pas compris plutôt, on va dire. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on crée quelque chose, une association. Et puis là, en 2023, on s'est mis à plusieurs, à 8. On a dit, OK, on va créer cette association. On a créé l'association. Et est né là, à partir de ce moment-là, de dire, OK, on va créer des cercles de parole. Et les cercles de parole, le but étant justement que ce soit les personnes avec les autorisations de l'OFSP et les personnes qui font ça en underground. On s'est dit, on ne va pas commencer à limiter les choses, parce que ces personnes-là aussi, elles doivent pouvoir partager, il faut leur laisser un espace pour discuter, rencontrer d'autres personnes, pouvoir justement dire, ah bah voilà, bah, tel thérapeute en underground, bah voilà, écoute, moi je te... Et pour qu'il y ait un échange de discussion, justement. Et on voit, et à chaque fois qu'on fait, c'est tous les deuxièmes jeudis du mois, on nous remercie systématiquement. On dit, ah, mais merci, merci. Parce que je peux parler, parce que je ne peux pas en parler à ma famille, parce que je ne peux pas en parler à mes amis. C'est un endroit où au moins je peux échanger, discuter, etc. Et ça, c'était le but premier. Donc, on a fait ça. On a fait aussi, je prends ma liste parce qu'on fait pas mal de choses. On s'est dit, OK, bah, défendre les droits des patients, typiquement. Donc là, ça va être lancé, annoncé très prochainement dans le journal Le Temps en Suisse. On a créé un ombudsman qui est là justement pour protéger les patients des dérives qu'ils pourraient avoir, parce qu'on a pu entendre que c'est déjà arrivé malheureusement, et pour bien mettre l'accent sur le fait qu'on parle de protéger les patients de ce qu'il peut avoir. Malheureusement, il est arrivé aux États-Unis où il y a eu un thérapeute qui a eu des comportements inappropriés sur une des patientes ou un des patients. Et on s'est dit, OK, ben, en fait, ça pourrait très bien arriver chez nous aussi. Et on s'est dit, il faut qu'on ouvre cet espace-là. Donc, on a créé un ombudsman avec le SSMP, hein, qui est une association de médecins psychiatres pour les papes, hein, en Suisse, où nous, on est en fait le premier échelon où le patient ou la personne qui a été agressée peut venir nous contacter, puis après, on peut faire le processus. Alors, ça a un coût, on est en train de rechercher des fonds, et le but étant de protéger ces personnes-là et que ça soit complètement indépendant et pas qu'il y ait tout d'un coup du copinage entre collègues ou je ne sais quoi, ce qui peut être très problématique. Donc ça, c'est maintenant réalisé. Euh, faciliter, faciliter la communication et la collaboration interdisciplinaire aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a la recherche, il y a les médecins, mais on ne met pas au centre le patient. Alors que mettre le patient dans sa guérison,
l'impliquer dans sa guérison, on pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et s'il s'approprie justement ça, c'est très important. Donc, on essaye justement de faire en sorte que de plus en plus les patients soient écoutés. Donc, par des porte-paroles comme moi ou ma collègue Laura Tokmakov, on est deux coprésidents. On demande régulièrement à d'autres personnes de témoigner, mais il y a toujours ce tabou, en fait. Les gens, ils ont peur d'être associés aux psychédéliques parce que les gens pensent que c'est des drogues, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas le cas. C'est nommé sous drogue, mais ce n'est pas des drogues, ce n'est pas de l'héroïne, comme ça tué ma mère. Ou voilà, c'est Oui, on ce qu'on dira fait. que ce ne sont pas des drogues parce qu'il n'y a pas de dépendance, Pas de il n'y a pas dépendance. de Non, syndrome de manque, hein. Ce sont non, les deux grands facteurs qui font que les drogues sont des drogues. Et donc, effectivement, les psychédéliques doivent être retirés de cette catégorie. Alors, si on entend drogue par substance interdite, effectivement, c'est une oui, drogue. Mais tout dépend de ce qu'on entend. La drogue peut-être la plus dangereuse est certainement l'alcool exactement. Il y a et l'échelle qui est l'illégal, hein. Donc, sortie, oui, oui, tout bien dépend sûr. de comment on entend le mot drogue, mais si on entend par dépendance et par syndrome de manque, effectivement, Oui, ce ne sont pas du tout des substances qui non, sont non, absolument. addictogènes. Et on m'avait bien expliqué, une fois j'avais parlé à quelqu'un et il m'a dit, mais la différence entre une drogue qui, euh, et un psychédélique, c'est qu'un psychédélique, c'est le contraire, et il ouvre l'esprit, il ouvre justement il augmente en fait la personne sur la sensibilité, les sensations et autres, alors qu'une drogue, c'est plutôt l'inverse. On rentre dans les choses. On s'occupe aussi de faire de la recherche. Enfin, on a réussi dernièrement à faire une recherche avec l'Université de Lausanne, où on est en train de la faire. La recherche, elle s'appelle Psyché. C'est une recherche qui est faite avec des patients et des thérapeutes en Suisse qui ont des autorisations avec l'OFSP dans le but de sortir en fait sur le setting et l'intégration. Qu'est-ce qu'ils auraient souhaité, voulu ou pas apprécié, pas aimé, et de ça sortir des recommandations de nouveau pour les patients en fait. Et on veut que ça soit qu'il y ait le mot à dire où les patients ils disent ok bah voilà ce qui est ressorti globalement c'est qu'il y ait effectivement un endroit, un environnement avec des plantes pendant la séance ou je donne des exemples hein, ou alors qu'il y ait de la musique qui soit mise à disposition ou et vraiment là, on est en pleine activité. On va commencer après accord euh, du service, pas que je dise des bêtises, du service. Il y a un service des acceptations, vu que ça touche au médical, qui est en train de donner son accord. Dès que c'est validé, on va pouvoir faire la recherche et puis commencer avec l'université et l'association à interviewer justement des personnes, des patients avec les autorisations. Donc, on fait ça aussi. Euh, voilà, c'est ça globalement ce qu'on fait. Donc, créer des espaces d'échange, faciliter la communication, sensibiliser les médias aussi. Bah, on participe effectivement. Souvent, on a des demandes de reportage, donc on essaie de sensibiliser justement les psychédéliques, d'en parler le plus possible, pas de faire de la promotion, mais d'en parler le plus possible, que les gens comprennent que les psychédéliques, ça peut soigner. C'est un outil formidable en psychiatrie qui a été oublié, qui a été diabolisé, et aujourd'hui qu'il faut remettre un peu au centre. Et puis, on se bat aussi pour la formation, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de personnes formées, parce qu'aujourd'hui, les universités n'ont pas de livres sur les psychédéliques, hein, il ne faut pas dire de bêtises. Enfin, il n'y a rien. C'est peut-être 2 pages, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et on se dit, OK, quel est le moyen pour mettre en capacité plus de psychiatres? Bah, c'est de les former hein, avec ces thérapies-là. Donc, on est en train d'essayer de trouver des moyens de faire créer une formation ou quelque chose. Mais ça ne va pas régler tous les problèmes parce qu'on n'est pas assez de psychiatres, il n'y a pas assez de psychiatres en Suisse déjà de base. Puis je pense un peu en France aussi, il n'y a pas assez par rapport à la demande qui est de plus en plus grande.
Mais je pense qu'il faut qu'on essaye d'aider les personnes qui sont déjà là, sur le terrain, à leur faciliter la tâche. Parce qu'il y a beaucoup de psychiatres qui voudraient peut-être faire en groupe, donc soigner plus de personnes, sauf qu'ils n'ont pas l'espace, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le temps. Donc on essaye de chercher des moyens de les mettre en capacité pour qu'ils puissent faire bénéficier plus de patients, en fait, les thérapies. Et puis, dans la meilleure des choses, c'est qu'on aimerait bien que l'OFSP, cette autorisation qui est vraiment en dernier cas et dernier recours, qu'elle soit plus flexible. Parce que moi, j'ai dû faire 21 ou 22 séances, mais peut-être qu'une personne qui est prise en charge rapidement, avant d'avoir pris des antidépresseurs pendant des années, peut-être qu'à bout de 6 séances, ça aurait été, peut-être, je ne suis pas un psychiatre, mais peut-être que si la personne est prise en charge plus rapidement, ça sera plus rapide aussi. Et puis, on pourra faire baisser les coûts et puis soigner le plus de gens. Voilà. Alors c'est vrai que depuis la Belgique ou la France, la Suisse nous paraît très progressiste sur les psychédéliques Mhm. puisqu'il y a les essais cliniques, mais pas que. On peut Mhm. effectivement traiter à l'hôpital et traiter en privé. Mhm. C'est combien de psychiatres qui consultent en privé actuellement? 70, 70. ouais, pour Suisse allemande, Suisse romande et Suisse italienne. Alors pour nos auditeurs, on précisera, je crois que ces thérapies ne sont ouvertes qu'aux personnes résidant en Suisse. Oui, absolument, c'est bien de prévenir parce qu'on reçoit régulièrement des mails chaque semaine de France ou même de l'étranger, d'autres pays, ça nous est arrivé. Et malheureusement, on prend de personnes, il faut que la personne elle soit domiciliée légalement en Suisse, ça veut dire avoir un permis de séjour. Et pour rentrer avec un permis de séjour, il y a plein d'obligations, ça ne se fait pas comme ça. Et puis la liste d'attente aujourd'hui au HUG, elle est passée de 6 mois à 1 an. Donc une personne qui arrive à se domicilier ici en Suisse, elle a encore au moins 1 an d'attente. Les cabinets privés, on ne peut même pas donner les noms, souvent on nous demande, mais ils sont overbookés, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. Et c'est catastrophique. Mais on a l'espoir, qu'il y ait plus de psychiatres qui commencent à le faire, on a l'espoir que les choses se détendent, qu'il y ait une acceptation du public aussi, et puis des politiques en fait en Suisse, et dire ok, ben, en fait, il y a quand même des résultats. Il y a des recherches qui sont faites dans le monde entier, des centaines de recherches. Il y a déjà eu des recherches. Et ça, d'ailleurs, je vous pose la question, comment ça se fait que, vous voyez, à l'hôpital Sainte-Anne, on commence à Paris une nouvelle recherche sur la dépression. Mais il y a déjà des centaines de recherches qui ont été faites. Pourquoi on ne peut pas reprendre et réappliquer une recherche qui a été faite en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre? Je ne comprends pas vraiment. J'ai l'impression qu'on refait le même travail pour arriver sûrement au même résultat, mais on perd des années et des années. C'est triste. Oui, j'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse, hein, mais bon, chacun veut faire sa propre recherche dans son pays. J'arrive à comprendre, mais bon, d'un côté, ça fait perdre du temps à potentiellement des futures formations et thérapeutes. Mais est-ce que vous voyez quand même que les choses bougent ces dernières années, que ce soit au niveau Oui, de l'opinion publique, des politiques et des instances chargées du médical sur la Suisse? Est-ce que vous sentez que les choses bougent? Est-ce qu'on peut espérer que dans les années qui viennent, ce soit plus facile d'accéder à ce type de thérapie? ça avance. Effectivement, on en parle de plus en plus ces dernières années. Il y en a sur Netflix, il y en a à la télé, il y en a sur YouTube, il y en a dans des podcasts, il y en a de partout et c'est très, très bien. Mais ça donne des espoirs aussi. Donc il y a aussi le danger. Ça donne des espoirs à des gens qui se disent, ah, bah, je vais me prendre un psychédélique et je vais aller mieux. Non, 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 faites pas ça. C'est dans un cadre thérapeutique. Et ça, je le rappelle aussi avec l'association, et même moi, je ne le prendrai pas seul chez moi. C'est avec un thérapeute, un suivi thérapeutique, une intégration et tout ce qui va avec. Les personnes d'ailleurs, les personnes qui font ça, en fait, j'arrive pas trop, enfin, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a rien à voir. Une personne qui est en thérapie, qui est en mode méditatif et qui a la molécule, il va aller à l'intérieur de lui-même et se soigner. Une personne qui prend du MDMA et qui danse, il va donner l'amour à l'extérieur et pas à l'intérieur de lui. Donc,
c'est un autre travail. Et, euh, oui, ça s'accélère. Moi, la seule chose que je vois, comment accélérer encore plus, c'est créer une formation qui permette aux thérapeutes existants, aux psychiatres qui ont le droit, disons, de, de prescrire et de faire cette demande auprès de l'OFSP, qu'ils aient les compétences et se sentent éligibles en disant, OK, c'est bon, j'ai assez de background et puis aujourd'hui, je peux le proposer à mes patients. Je pense qu'ils ont, ou ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont déjà leur clientèle, ou ils n'ont pas l'infrastructure, ou alors ils n'ont pas la formation et ils ne peuvent pas se prétendre et faire une demande où ça va être refusé parce qu'ils vont leur demander, OK, qu'est-ce que vous connaissez des thérapies psychédéliques? Ah, bah, j'ai fait 2 jours de formation. Enfin, ça ne va pas être validé, c'est compliqué. Et on veut remettre aussi ça avec l'association, c'est que on ne parle pas assez de l'underground. L'underground, il n'y a pas que du mauvais. L'underground, c'est 30 ans d'underground en Suisse, de psychiatres, de psychologues qui ont continué la recherche, qui ont continué à soigner des gens. Et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'il y a des psychiatres qui font ça avec des autorisations. Et il faut peut-être faire sortir ces gens compétents de l'ombre et qui puissent aussi aider et soigner. Mais on ne peut pas se battre sur tous les plans. L'association, on se doit de faire par rapport avec l'acceptation de l'OFSP. On ne peut pas commencer à aller dans d'autres choses pour qu'on nous écoute. Pour qu'on nous écoute, pour qu'on dise, voilà, les patients soignés légalement avec les thérapies, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, quel est le setting et l'intégration qu'ils veulent. Et voilà. Mais là, c'est à titre personnel que je dis ça. C'était passionnant, en tout cas, Jonathan. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour conclure cet entretien? Qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire que, pour conclure, que il faut ouvrir son esprit, il faut que les personnes arrêtent de penser que c'est des drogues ou vraiment, ça peut soigner. Ça peut soigner, ça peut être pris festivement. Effectivement, il y a des gens qui le font, mais c'est pas parce qu'une personne utilise un marteau pour tuer quelqu'un que le marteau, on ne peut pas construire quelque chose. Hein. C'est vraiment comment on l'utilise. Et puis le mot drogue, l'héroïne, on le met sous drogue, mais l'héroïne, à la base, c'était pas de la drogue. Hein. Ça a été inventé, c'était un médicament. Enfin, c'était vraiment. Donc, c'est comment on le classe. Et c'est juste une classification. Et puis, de dire que ça rend fou aussi. Malheureusement, il y aura toujours des soucis avec une personne parce qu'elle était peut-être pas, comment dire, faite pour prendre cette molécule. Mais si on parle sur des milliers de personnes, contrairement à d'autres médicaments qui sont totalement légaux, où il y a beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes, il faut mettre les choses dans, peser le pour et le contre. Et puis si on regarde les études, on fait de la recherche, on regarde les études, on lit un peu, on se renseigne, on voit bien qu'il y a des résultats, des bons résultats. Ce n'est pas la baguette magique pour tout le monde, peut-être, j'y crois bien, mais ça peut aider énormément de gens. Oui, et la Voilà. recherche montre aussi que le profil de ces substances est sécure. Donc, comme vous dites, Oui, on peut toujours avoir un problème avec une personne. On en aura moins que dans le cadre récréatif, puisque oui. c'est déjà beaucoup plus encadré, il y a un filtre, tout le monde Mhm. n'est pas éligible pour ce type de substance, mais qu'effectivement, il y a des risques comme pour n'importe quoi, Oui, et bien plus avec d'autres substances. Moi, je dis toujours, en mangeant des fraises, on peut ouais. mourir si on est allergique aux fraises, mais tous les gens qui aiment les fraises vont pas s'empêcher de manger des fraises parce que, il y a un cas de temps en temps qui développe une allergie. Donc c'est Mhm. bon, c'est un petit peu humoristique cette façon de dire, mais oui, bien sûr que il y a zéro molécule qui est sûre à 100%. Oui, oui, bien Mais le sûr. profil, les études montrent que le profil de sécurité de ces substances est très satisfaisant. Oui, bien sûr. Mais il faut, c'est ça, j'aimerais bien que les gens, ils ouvrent un peu leur esprit et puis pas quand on leur dise, ah, bah, j'ai fait une thérapie par psychédélique, tout de suite, ah, bah, c'était la fête. Non, c'est un travail, c'est un sacré travail entre le patient, le thérapeute et la médecine. Je pense que beaucoup de gens, ils pourraient en bénéficier et trouver une valeur ajoutée. Mais il faut juste que les gens, ils ouvrent leur esprit.
Voilà. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ce podcast va contribuer à ouvrir les esprits. Oui, exact. Un grand merci, Jonathan. C'est moi. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et à faire connaître Résilience Psy. À bientôt pour de nouvelles aventures.